Nous sommes le mercredi 27 septembre et on va parler aujourd'hui d'une ville anglaise qui a fait faillite, de l'effondrement du crédit immobilier en France et de la possible crise financière qui va avec, et de la corruption d'un député de la République. On commence donc avec la Grande-Bretagne qui aime à se considérer comme un modèle de joyeuse stabilité économique, sauf qu'ils sont devenus ces derniers temps un petit peu la risée du monde entier. Il y a eu 3 premiers ministres en 3 ans, plein d'autres ministres qui démissionnent les uns après les autres, des écoles qui ferment parce qu'elles menacent de s'effondrer, des bons du trésor qui s'envolent, des eaux usées qui sont directement rejetées dans la mer, un taux de personnes qui vont aux banques alimentaires qui explose, et maintenant des collectivités territoriales à travers le pays qui font faillite. Et parmi toutes ces collectivités, on va se pencher sur la plus emblématique d'entre elles, la ville de Birmingham, qui s'est déclarée en faillite à cause d'une affaire d'inégalité salariale homme-femme dans le secteur public. Alors pour vous résumer l'affaire, les métiers féminins n'ont pas touché des primes équivalentes aux métiers masculins. Le tribunal a donc condamné la ville à payer des compensations. Alors que 1,3 milliard de livres ont déjà été payés en compensation, les pouvoirs publics se disent aujourd'hui incapables d'assumer le reste de la note évaluée à 890 millions. Les chiffres, ce sont ceux du conseil municipal qui s'est annoncé en banqueroute en début du mois. C'est donc intéressant de noter que la ville de Birmingham faisait survivre son équilibre financier en sous-payant les femmes travaillant à certaines tâches les plus dures du service public, notamment le ménage. Le conseil municipal avait déjà annoncé un gel des dépenses non essentielles en juillet et lancé un plan de départ volontaire de 10 600 employés. Un plan de départ qui se transformera vite en plan de licenciement massif dans une des villes qui compte le plus de chômeurs en Grande-Bretagne avec 12,6%. Des licenciements qui disent aussi forcément la fermeture de nombreux services publics indispensables pour les plus pauvres, notamment les crèches. Pourtant, cette ville avait la cote. Il y a un an, ils ont organisé les Jeux du Commonwealth, une sorte de Jeux olympiques pour l'ancien empire britannique. 778 millions de livres sterling investis et 40 000 bénévoles formés. L'événement a été vendu par la presse comme permettant de redynamiser cette ville qui était par le passé très riche grâce à son industrie de l'automobile. Quant aux nouveaux Jeux Olympiques du Commonwealth, les organisateurs prévus se renvoient la balle, refusant d'organiser ces Jeux qui représentent une perte sèche d'argent. Les chiffres estimaient que les Jeux rapporteraient 1 milliard de livres sterling à l'économie régionale. Un an plus tard, nous n'avons toujours pas de bilan public de cette opération et nous avons juste une municipalité qui a déclaré faillite. Dans le monde politique britannique, les conservateurs accusent les travaillistes d'avoir mal géré la ville de Birmingham, sauf qu'il s'agit d'un phénomène économique national lié notamment à l'inflation et qui se répète partout ailleurs. En mai 2022, le conseil conservateur de Northumberland, je prends l'accent allemand quand il faut dire des trucs anglais, et juste là, il va y avoir des noms anglais un peu bizarres, donc je laisse juste Nina faire cette partie, sinon ça va être catastrophique. En mai 2022, le conseil conservateur de Northumberland pose le bilan. En décembre 2022, c'est Thurrock Borough, et en juillet 2018, c'est Northamptonshire County. Au-delà des guéguerres politiciennes, ces déficits révèlent le fait que les États n'ont plus de fonds pour gérer les services les plus essentiels à la société. Les digues contre la pauvreté ont donc sauté, d'où les révoltes dont on parlait hier qui se passent en Angleterre mais un petit peu partout dans le monde. Gestion catastrophique par les États n'est plus juste fait par des conseils municipaux anglais parce qu'en France ce n'est pas mieux et c'est ce qu'on va voir ensemble avec la crise immobilière qui menace. Après l'euphorie d'un marché en constante augmentation, la pierre, le marché immobilier affiche une chute de 17% par rapport à décembre 2022. D'après les spécialistes, c'est la plus forte baisse en volume d'achat depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'enjeu central de cette histoire, ce sont les taux d'intérêt liés au crédit immobilier qui sont constamment relevés par la Banque centrale européenne jusqu'à un taux historique ces derniers jours. Conséquence, acquérir un bien par le crédit bancaire coûte de plus en plus cher. 3,8% d'intérêt aujourd'hui sans l'assurance et ça va continuer de monter dans les semaines à venir.
C'est alors tout le circuit immobilier qui se retrouve immobilisé pour le coup. Les couples n'achètent plus de maisons puisque ça coûte trop cher. Ils restent donc dans les T3 que les jeunes travailleurs auraient dû louer. Les jeunes restant alors dans leur appartement étudiant et les étudiants, eux, ils ont plus de place donc ils vont dans les campings ou alors ils restent chez leurs parents et renoncent à leurs études. Le volume d'annonces locatives a baissé de 40% cette année. Les appartements à louer se raréfient alors que la demande augmente et par conséquent ce sont les prix qui explosent. Encore plus cette année avec les Jeux Olympiques, avec l'envolée des Airbnb et avec l'interdiction à la location des passoires thermiques que les vendeurs de sommeil ne veulent pas rénover faute de crédit et de financement. Cette crise brutale du logement fait déjà des dégâts côté emploi. À la fin juillet, c'était 637 défaillances d'agences immobilières qui ont été enregistrées en France, dont 498 qui ont été mises en liquidation judiciaire d'après le cabinet Altares. Moins de crédit, donc moins de financement pour la construction, d'où le ralentissement aussi du secteur du BTP. Bref, quand on colle un petit peu tous les éléments entre eux, ce sont des dizaines de milliers d'emplois, peut-être plus, qui sont en fait sur la sellette, ce qui fait beaucoup. Revenons à la base un petit peu, la hausse des taux. Pourquoi est-ce que les banques centrales européennes et états-uniennes font ça ? D'après eux, en baissant le nombre de crédits dans une économie, la quantité de monnaie en circulation diminue et ça devrait théoriquement faire baisser l'inflation. Une stratégie très contestée et très contestable quand on sait que l'origine de l'inflation tient des profits des multinationales. On a donc un beau cocktail parce qu'on a à la fois un maintien de l'inflation puisqu'on ne s'attaque pas au problème des profits des multinationales et en plus de ça, on a une baisse de l'activité à cause de la hausse des taux d'intérêt. Et donc pour lutter contre ça, le gouvernement français a récemment, et c'est ça l'actualité, décidé de taxer les super profits. Non, pas du tout, ils ont décidé d'assouplir les règles du crédit et autoriser les banques à plus facilement prêter aux ménages. On se retrouve donc dans une immense contradiction où l'État essaye de relancer le crédit malgré la hausse des taux d'intérêt des banques centrales qui avaient comme objectif de ralentir le crédit. Donc on augmente et on ralentit à la fois et l'inflation est toujours là et l'activité économique diminue. Sauf que problème, augmenter le nombre de crédits douteux dans une situation d'inflation, de baisse de l'activité économique et de réduction des droits sociaux, ça risque de produire de nombreuses insolvabilités avec des gens qui ne vont pas pouvoir rembourser leur emprunt puisqu'il faut qu'ils mangent. Voilà, parce que tout augmente. Et donc, si on fait la conclusion, on se retrouve avec quelque chose d'assez surprenant parce que le profit des multinationales, ça conduit à une hausse des taux par rapport aux banques centrales et compagnie, ce qui provoque une quasi mise à l'arrêt du secteur de l'immobilier avec les milliers de licenciements qui vont avec. Et maintenant, ça peut se contaminer à travers une crise bancaire. Et ceux qui connaissent ce qui s'est passé en 2008 voient dans cette situation quelques dangereuses similitudes. En réalité, ce que la situation nous révèle, c'est qu'une fois de plus, tant que les problèmes ne sont pas réglés à la source, chaque crise amène à une autre crise toujours plus grande que les États vont tenter de résoudre comme ils le peuvent en payant, en empruntant, en distribuant des subventions multinationales pour maintenir leur croissance et en palliant avec toujours plus de pognon un éventuel effondrement du système bancaire puisque c'est ça qui nous menace aujourd'hui. Jusqu'à ce que ce ne soit plus possible comme ça se passe en Grande-Bretagne. Et à chaque fois, évidemment, ce sont les plus pauvres, c'est-à-dire nous, qui trinquons. Ça, c'est l'économie, mais il y a aussi la réaction populaire face à ça, et c'est ça dont on discutait lors de la dernière vidéo, toutes les grèves et toutes les mobilisations qu'il y a en ce moment. C'est pour ça qu'il faut s'abonner à la chaîne d'Actu Réfractaire pour avoir l'histoire au complet, c'est beaucoup mieux. Petite actualité pour la fin, Mediapart nous apprend que le député des Français de l'étranger, Meyer Habib, aurait été corrompu par un criminel. Le député des Français établi en Italie, en Turquie et en Israël se serait donc fait payer sa campagne législative de 2017 par Arnaud Mirand, impliqué dans l'arnaque à la taxe carbone. L'escroc aurait également acheté une maison à Eilat en Israël afin de cohabiter avec le député,
qui habiterait donc littéralement dans un pot de vin, dans une corruption. Ces révélations proviennent de la mise sur écoute de la cellule et des parloirs de Miram. Maher Habib, lui, a démenti tout lien financier avec l'escroc, mais reconnaît tout de même une amitié sans partager la même vie. Les autres députés lui reprochent quant à eux ses liens avec l'extrême droite israélienne et le fait que au Parlement français, c'est un extrêmement bon représentant de l'industrie de l'armement israélien. C'est là-dessus qu'on termine notre quotidienne. J'espère que ça vous a plu, donc pensez à partager un maximum cette vidéo et à vous abonner sur la chaîne YouTube. C'était donc Johan à la caméra, Debbie à l'écriture et à la recherche, aidé par Paul. Et c'est Leska qui a fait le montage, notre nouveau alternant. Sur ce, amis réfractaires, passez une bonne soirée et on se retrouve demain à 18 h pour une prochaine analyse critique de l'actualité. Allez, des bisous.